Donc, on va terminer ce qui nous reste dans le cours relatif à la nutrition bactérienne. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, on va terminer ce qui nous reste. Donc, on a vu tout ce qui est en relation avec, toujours dans le cadre des bactéries chimie organotrophes. On a vu la respiration aérobie où l'accepteur final d'électrons est l'oxygène. Et on avait parlé qu'il y a un autre type, c'est-à-dire la respiration anaérobie, où l'accepteur final est, qui peut me répondre, dans la respiration anaérobie, l'accepteur final d'électrons, C'est pas c'est quoi? l'oxygène. C'est pas l'oxygène, et c'est quoi alors? Des exemples Sulfate, d'accepteur final sulfate, d'électrons. C'est, par sulfate, exemple, sulfate, très bien, nitrate, hein? Donc, nitrate, il y a NO2. plusieurs, donc, exactement, NO3 2 moins, d'accord. Alors, donc, effectivement, là, c'est le schéma général de la respiration anaérobie. Donc, vous voyez, c'est la même chose que la respiration aérobie, puisqu'il y a une chaîne de transporteurs d'électrons entre le donneur et l'accepteur final, le donneur. Hein? Sauf que là, l'accepteur, la différence, c'est que l'accepteur final d'électrons, ici, c'est pas l'oxygène. Hein? Donc, normalement, on a un substrat organique, toujours, je donne l'exemple du glucose, hein, parce que tout rejoint le glucose qui va bien sûr être dégradé, libérateur des coenzymes, les NADH, les FADH, qui viennent céder leurs électrons, leurs protons au niveau de la chaîne des transporteurs d'électrons. On aura les électrons qui vont passer et l'énergie libérée va servir à faire sortir les protons H+, vers l'extérieur. Et l'entrée Madame, de ces... Oui, s'il vous plaît, oui, le document ne partagez pas. On voit mais seulement, papa, on voit seulement la page 1, nutrition bactérienne. C'est ça, c'est pas d'accord, le parce que deux. j'ai demandé. Alors, ah, donc c'est le même problème. Chaque fois, il faut que... Oui, Oui, d'accord. Maintenant, vous voyez? C'est bon? oui, c'est la respiration anaérobie. Oui, respiration anaérobie, exactement. Donc, vous D'accord. voyez, c'est bon. Donc, la respiration anaérobie. Donc, on a le substrat organique. Vous voyez, c'est le chemin, c'est la même chose que la respiration anaérobie, sauf que la nature de l'accepteur final d'électrons n'est pas l'oxygène. Ça peut être le nitrate, le sulfate, le fumarate, c'est un produit organique. Hein. L'essentiel, c'est qu'il soit oxydé pour qu'il accepte les électrons. Vous voyez, c'est le même schéma. Donc, le substrat organique, par exemple, le glucose, je fais un petit récap de ce que vous savez déjà. Le glucose, en se dégradant, hein, via le glycolyse, cycle de Krebs et ainsi de suite, on aura libération de NADH, de coenzymes qui doivent être réoxydés. Ils vont céder leurs protons, leurs électrons, les enzymes qui appartiennent à la chaîne de transporteurs d'électrons. Et les électrons, en passant d'une enzyme vers l'autre, va créer une force qui va libérer une énergie qui va faire pomper les H+ vers l'extérieur. Je crois qu'il y a plus de H+ à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc c'est la force protomotrice. Cette force protomotrice sert à la synthèse d'ATP. Donc, on a hein, la synthèse d'ATP qui est couplée à ce transport d'électrons. Et les électrons, en fin de compte, ils vont être acceptés hein, par un composé, dans le cas de la respiration anaérobie, qui peut être minéral ou organique, un composé oxydé. Hein. Ça peut être le nitrate, le sulfate, le fer, fumarate et ainsi de suite. D'accord? Donc, là, c'est la même chose. On a déjà vu ce schéma. C'est la respiration anaérobie. C'est la même chose. J'ai un peu traduit. C'est le substrat organique ici qui va être dégradé. Là, le carbone issu de cette dégradation hein, va se libérer sous forme de CO2 ou bien va servir à la biosynthèse pour synthétiser l'anabolisme, synthèse de molécules organiques, d'autres molécules organiques. Et le flux d'électrons, c'est-à-dire celui qui va vers la chaîne des transporteurs, hein, le flux d'électrons va générer de l'ATP, c'est de la force protomotrice, ce que je viens d'expliquer. Et le flux d'électrons, l'accepteur final d'électrons, ce que vous avez ici, c'est ça. Hein. Ça peut être le soufre, hein, ça peut être le nitrate, ça peut être le sulfate, parce que le soufre, il a plusieurs niveaux d'oxydation, donc il reste un oxydé, il peut recevoir des électrons, ou bien un accepteur organique comme le fumarate. Donc là, c'est le schéma général de la respiration anaérobie
C'est la même. Il y a présence de chaîne de transport, ce que vous devez retenir. Il y a présence d'une chaîne de transporteur d'électrons et l'accepteur final d'électrons n'est pas l'oxygène. Hein, et ça ne suffit pas de dire n'est pas l'oxygène. Oui, c'est pas l'oxygène, mais c'est quoi? Donc, c'est au moins nitrate, sulfate. Il faut donner des exemples. D'accord? Donc là, c'est pour la respiration. Donc là, après, on va voir toujours dans le cadre de la respiration anaérobie. On a dit que dans cette respiration anaérobie, ces composés qui sont le nitrate, le sulfate, le fumarate, ils vont être réduits. Donc, alors, la réduction de ces composés par les micro-organismes se fait par, elle est utilisée pour la respiration anaérobie. On vient de le dire. On vient de le dire. D'accord? Alors, lorsque ces composés sont utilisés pour la respiration anaérobie, c'est-à-dire utilisés comme accepteur final d'électrons, on parle de métabolisme dissimilatif. Hein, c'est le nom qu'on donne. C'est-à-dire, l'autre, on dit métabolisme dissimilatif, c'est-à-dire ces éléments sont utilisés dans un métabolisme dissimilatif. Ça veut dire qu'ils sont utilisés comme accepteur final d'électrons. Ça veut dire qu'on est en présence d'une respiration anaérobie. C'est bon, vous avez compris ça? Un feedback, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, madame. Alors, donc faites attention. Là, je reprends. Ces éléments, ils vont être réduits, bien sûr, puisqu'ils vont servir pour accepter les électrons. Et on est dans la respiration anaérobie, c'est le métabolisme dissimilatif. Mais dans le métabolisme bactérien, c'est à ne pas confondre avec le métabolisme assimilatif. Vous allez me dire, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'utilisation pour la biosynthèse. Parce que c'est nitrate, par exemple. Le nitrate, il est utilisé dans le cas de la respiration anaérobie comme accepteur final d'électrons. Mais la cellule, il peut utiliser également le nitrate pour la biosynthèse. Par exemple, pour synthétiser quoi? Exemple, L'ammonium, la cellule, là, oui, mademoiselle? l'ammonium, L'ammoniac, pour l'intégrer dans l'acide aminé, un acide aminé. Par exemple, une oui. bactérie a besoin des protéines, donc les acides aminés, et ben, elle a besoin, vous savez que le radical, l'acide aminé, il y a un radical, il y a le COH, il y a le NH3 qui est réduit. Donc, là, c'est une source. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé des éléments au début, les macro-éléments et tout ça, et que les bactéries ils utilisent, c'est-à-dire comme source d'azote, le nitrate. Et ben, ce nitrate peut utiliser comme source d'azote pour synthétiser les protéines, c'est-à-dire les acides aminés. Et pour qu'il y ait cette synthèse, il doit être réduit, parce que là, vous voyez, c'est NO3, elle est oxydée. Pour qu'il s'intègre sous forme NH3 dans l'acide aminé, qui sont les briques des protéines, il doit être réduit. Hein? Donc, c'est une réduction, mais via un métabolisme assimilatif. La bactérie va, dans ce cas, réduire ce composé, mais pour la biosynthèse, ce n'est pas pour la respiration. C'est ce que je veux que vous reteniez. C'est-à-dire, ce composé, pourquoi je vous donne ça? Nous, on s'intéresse à ça maintenant. D'accord? Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas confondre que ces composés peuvent être assimilés par la bactérie, je vais le dire autrement, de deux manières. Ou bien, il va réduire le nitrate comme accepteur final d'électrons lors de la respiration anaérobie et on est en présence d'un métabolisme dissimilatif, ou bien, hein, il peut faire les deux. Ça ne veut pas dire que l'une exclut l'autre. Ça dépend du type métabolique de la bactérie, surtout pour la respiration. D'accord? Ou bien, il va l'utiliser pour la biosynthèse, c'est-à-dire pour synthétiser les protéines. Ça, c'est pour l'azote. Le soufre, la même chose. Il peut l'utiliser comme accepteur final d'électrons et on est en présence de la respiration anaérobie, on parle d'un métabolisme dissimilatif, comme il peut le réduire pour faire la biosynthèse. On a les acides aminés soufrés, méthionine, hein, cystéine, et ben il a besoin de soufre, donc il doit être réduit. Alors, c'est bon pour cette différence. Donc, là, c'est juste pour montrer. Donc, c'est ce que je viens de dire. Le nitrate, il peut être utilisé par la bactérie comme source d'azote dans le cadre du métabolisme assimilatif, c'est-à-dire pour la biosynthèse, comme il peut être utilisé pour la respiration de nitrate. Dans ce cas, il ne va pas être utilisé pour la biosynthèse, mais pour
pour accepter les électrons, pour être accepteur final d'électrons, et on est en présence d'un métabolisme dissimilatif, c'est-à-dire la respiration anaérobie. La même chose pour le sulfate. Le sulfate peut être utilisé comme source de soufre, hein, pour la biosynthèse, et dans ce cas, on est dans un métabolisme assimilatif, ou bien pour la respiration sulfate. La même chose, on peut le trouver pour le fer, pour les composés organiques oxydés, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est juste pour faire la différence entre le métabolisme dissimilatif et assimilatif. Assimilatif, puisque tous les deux, ils vont réduire, c'est-à-dire la bactérie via ces deux métabolismes va réduire ses composés. La différence, c'est que dans le cas de la respiration anaérobie, ils sont utilisés comme accepteurs d'électrons, alors final d'électrons, alors que dans le métabolisme assimilatif, c'est pour la biosynthèse. Alors vous allez me dire, comment on différencie entre les deux? D'accord? Alors, pour différencier entre les deux, il y a cette précision. C'est que dans le cas du métabolisme assimilatif, c'est-à-dire lorsque la bactérie va utiliser ses composés, va les réduire pour la biosynthèse, seule une partie de ces composés est réduite pour satisfaire les besoins de la cellule en croissance. Et les produits sont convertis en matière cellulaire. C'est logique, parce que là, il veut synthétiser. Donc, il a besoin, vous vous rappelez les rapports qu'on a donnés, il a besoin de carbone plus que d'azote, l'azote, c'est le soufre, et ainsi de suite. Donc, dans le cas du métabolisme assimilatif, c'est-à-dire pour la biosynthèse, il y a une seule partie, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire une petite partie, ou une seule partie qui est utilisée ou qui est réduite pour être convertie en matériel cellulaire, c'est-à-dire on aura des protéines, des acides aminés. Par exemple, si on va marquer de l'azote, par exemple, il faut le marquer, et on suit l'itinéraire. Dans le cas de métabolisme assimilatif, on va trouver que cet azote qui est marqué est entré dans la synthèse de l'acide aminé. On va le retrouver au niveau d'un certain acide aminé. Donc, c'est dans la biosynthèse. Alors que pour le métabolisme dissimilatif, il y a une grande quantité qui est utilisée parce que l'accepteur d'électrons et on a d'électrons est réduite et le produit réduit est excrété dans l'environnement. C'est-à-dire, il va utiliser le nitrate comme accepteur, par exemple, d'électrons. Il va être transformé, par exemple, en NO2-, produit plus réduit, ou en NH3. Alors, ce produit, il va être libéré par la cellule. Il ne va pas être intégré dans le matériel cellulaire. D'accord? Donc, ça, c'est la différence. D'accord? En plus, on a l'énergie, production d'énergie. Donc, là, ce que je vous donne ici, dans cette partie-là, c'est juste pour ne pas confondre. On a le même principe, une réduction de ces composés, mais selon la destinée, ou bien la bactérie va l'utiliser pour la respiration anaérobie. Dans ce cas, elle va utiliser une grande quantité, d'accord? Alors que dans le cas du métabolisme assimilatif, la quantité qui va être utilisée par la bactérie, elle est en relation avec la croissance. Donc, généralement, elle est moins importante que celle de la respiration. Également, le composé, il va être excrété, alors qu'ici, il va être intégré dans le matériel cellulaire. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, c'est Oui, bon, madame. merci. OK. Alors, maintenant, on a parlé de presque le nitrate et le sulfate. Maintenant, on va commencer par la respiration nitrate. Parce que la respiration anaérobie, selon l'accepteur final, on donne des appellations. Si l'accepteur est le nitrate, on parle de respiration nitrate. Si le sulfate est l'accepteur final d'électrons, on parle de respiration sulfate. Bien sûr, il y a plusieurs types. Je vais vous donner juste les deux exemples, nitrate et sulfate, comme ça, pour comprendre comment ça se passe, parce que c'est le même protocole. D'accord? Alors, le nitrate sert d'accepteur final d'électrons, ça on le dit, et peut être réduit selon les espèces, puisqu'il y a plusieurs espèces bactériennes, et plusieurs bactéries, ils vont le réduire à différents stades. Il y a des espèces qui vont le réduire en NO2-, il est moins oxydé. D'autres, oxyde nitrique, oxyde nitreux, ou en azote carrément. En azote moléculaire, c'est-à-dire c'est un gaz. Alors, tout, c'est-à-dire l'oxyde nitrique, l'oxyde nitreux et l'azote, ce sont des gaz. Donc, lorsque la bactérie va utiliser le nitrate comme accepteur final d'électrons et va le transformer en ses composés, parce qu'il y a plusieurs stades, vous voyez que la plupart, ce sont des gaz. Donc, il va s'échapper un gaz, il va s'échapper dans l'atmosphère. Donc, ces bactéries, s'ils font ce processus, que ce soit dans l'eau ou bien dans le sol, le nitrate qui existe
dans l'eau ou bien dans le sol, la grande partie va se retrouver, elle va rejoindre l'atmosphère. D'accord? Alors, c'est le phénomène de dénitrification. Quand est-ce qu'on parle de dénitrification? C'est lorsque Madame, je le vais nitrate... changer de place. Oui, pardon. Oui, j'ai oublié, je m'excusais. Oh là, c'est un vrai problème. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça marche. C'est bon, donc je reprends. Donc, la respiration nitrique, on a dit que le nitrate, il sert d'accepteur final d'électrons et peut être réduit selon les espèces. Plusieurs stades de réduction. Ça peut être juste le nitrite, l'oxyde nitrique, l'oxyde nitreux ou l'azote. D'accord? D'accord. Alors, parmi ceux-là, vous voyez, donc, ce sont des gaz. C'est la forme gaz, l'oxyde nitreux, l'oxyde nitrique et l'azote moléculaire que vous connaissez qui constitue à peu près 80% de l'air que nous respirons. D'accord? Donc, si une bactérie qui fait la respiration nitrate se trouve dans le milieu, il va utiliser le nitrate qui existe dans l'eau ou bien dans le sol et il va le transformer en ses composés selon les espèces. D'accord? Mais la plupart, vous voyez, il va un stade, c'est-à-dire nitrite, l'oxyde nitreux, N2O ou bien l'azote. Donc, ce sont des gaz qui vont s'échapper dans l'atmosphère. Ce phénomène est appelé dénitrification. La dénitrification, c'est le fait de transformer le nitrate en gaz, en azote moléculaire, l'oxyde nitreux ou bien oxyde nitrique. Ça s'appelle la dénitrification. Alors, ce phénomène, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que ce phénomène est bénéfique ou non bénéfique pour l'homme? Ou bien quels sont les domaines où ce phénomène est néfaste, désavantagé, n'est pas bien? C'est-à-dire, on a du nitrate, par exemple du nitrate dans le sol, d'accord? Et les bactéries qui font la respiration nitrique, ils vont transformer le nitrate en azote moléculaire, en N2. Donc, il va s'échapper. Tout le nitrate dans le sol, le nitrate qui existe dans le sol, va se transformer en azote. Il va rejoindre l'atmosphère. On va le retrouver dans l'air. C'est la dénitrification. Alors, ce phénomène, est-ce qu'il pose problème? Ou bien non, c'est normal, ça ne peut pas poser de problème pour l'homme ou bien pour ses activités. Ou bien vous me citez un domaine où c'est pas bien, ce phénomène, il va nuire à quelque chose. Je parle de sol, je parle de nitrate. Alors, là, le nitrate dans le sol, c'est une source, ça peut constituer une source d'azote. On dit que c'est une source d'azote pour les bactéries, mais également pour les plantes, oui ou non? Oui, D'accord. Oui, Donc, parce c'est que une source. l'azote est parmi les macro-éléments. Exactement, et c'est un facteur limitant pour les plantes. D'accord? Donc, il a besoin d'azote. D'ailleurs, les engrais qu'on met, c'est le NPK. Azote, phosphore, potassium. Dans l'ordre, parce que l'exigence en azote, elle est plus importante. Ah, donc, l'azote, c'est quand même un facteur qui est très important pour la plante. Moi, je parle de sol. Donc, lorsqu'on a du nitrate dans le milieu, que ce soit du nitrate naturel qui est issu de la dégradation ou bien un nitrate qu'on a ramené par les engrais chimiques, l'agriculteur, il va mettre l'engrais pour que la plante utilise le nitrate. S'il y a des bactéries qui font la respiration nitrique, ils vont le transformer en quoi? En gaz. C'est la dénitrification. Donc, est-ce que c'est une perte ou pas pour c'est une perte. l'agriculteur? Parce que c'est une perte. Donc, dans le Oui, domaine de l'agriculture, la présence de ce type de bactéries, c'est une perte. C'est désavantageuse dans l'agriculture parce que on a besoin de l'azote qui existe dans le sol pour le développement de la plante, alors que là, il va se retrouver sous forme de gaz qui va être libéré. Donc, la dénitrification présente un inconvénient en agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte d'azote du sol vers l'atmosphère et diminution de sa fertilisation. Quand vous dites qu'un sol est fertile, ça veut dire qu'il est riche en éléments minéraux qui vont aboutir ou bien qui vont favoriser le développement de la plante. D'accord? C'est-à-dire, et principalement l'azote. Donc, lorsqu'on trouve que l'azote qui existe dans le sol est perdu sous forme de gaz suite à l'action de ces bactéries qui font la respiration nitrique, eh ben, c'est un inconvénient pour l'agriculture. Moi, je ne dis pas que c'est un problème, il ne faut pas qu'il y ait ça fait
ça fait partie du cycle naturel des choses. Mais ce phénomène, il faut le prendre en considération. Hein, donc, au niveau du sol, hein, pour l'agriculture, c'est une perte. Donc, il faut faire attention à ce phénomène. Alors, vous pouvez me donner dans quel domaine on peut exploiter ce phénomène de façon bénéfique, hein, cette fois-ci. Le fait de transformer le nitrate en azote qui va rejoindre, c'est-à-dire un domaine ou bien, c'est ça, un domaine où cette transformation elle est très bénéfique. Vous pouvez proposer, vas-y. Une idée. Alors, traitement des eaux usées. Alors, vous savez que les eaux usées, c'est-à-dire les eaux usées, elles contiennent beaucoup de matière organique, entre autres de la matière organique azotée. Hein. Alors, pour éliminer l'azote, parce que si ces eaux usées, on va les larguer dans l'océan, bien dans une rivière, comme ça, sans traitement, elle est riche en matière organique, y compris l'azote, hein, qui est un facteur limitant dans plusieurs des cas. Donc, il va stimuler la croissance, on aura le problème, il y a la prolifération des algues, l'eutrophisation, il y a tout un phénomène, et c'est pour ça qu'il faut traiter ces eaux usées. D'accord? Et dans les stations d'épuration, ce type de transformation, elle est avantageux parce que ces bactéries, le nitrate qui sont dans ces eaux usées, hein, qui existe, va être transformé en azote atmosphérique qui n'est pas néfaste et l'eau qui reste, il n'y a pas de nitrate, il peut être rejeté dans le milieu sans problème parce qu'il ne va pas provoquer un apport supplémentaire vers ces écosystèmes. Vous avez compris? Oui, madame. Ok, donc ça c'est le phénomène de dénitrification. Donc la dénitrification, c'est une respiration anaérobie. On a donné des exemples, inconvénients de cette dénitrification et avantages. Alors, là, autre chose qu'il faut signaler pour la respiration nitrate. On a parlé d'abord du métabolisme assimilatif. Pardon, oui, il faut que je... Ouais. Alors, le métabolisme, on a parlé du métabolisme, oui, pour la respiration nitrate, on a parlé du métabolisme assimilatif, dissimilatif, la différence. Hein, là, c'est une respiration anaérobie, l'autre, c'est une assimilation pour la biosynthèse et ainsi de suite. On a parlé de la dénitrification qui est la transformation jusqu'au stade gaz. Hein, ce gaz qui va rejoindre l'atmosphère, on a parlé de l'inconvénient de ce processus et l'avantage pour l'homme. Maintenant, autre chose à spécifier pour la respiration nitrate, on va voir, c'est que cette transformation, c'est-à-dire le fait que le nitrate est accepteur final d'électrons, hein, ça se fait en anaérobiose, parce que maintenant, c'est une respiration anaérobie. Et c'est une réduction simillétrice, c'est-à-dire respiration, c'est ça, donc anaérobie. Hein. Alors, l'enzyme impliquée dans ce processus, parce que là, les réactions, c'est des enzymes qui les catalysent. Alors, l'enzyme qui catalyse cette réaction s'appelle la nitrate réductase. On le symbolise NR, de type A. Alors, lorsqu'on dit, hein, parce qu'il y a une autre nitrate réductase de type B qu'on va voir. Donc, il ne faut pas oublier, la chose qu'il faut, c'est-à-dire préciser, c'est que cette respiration anaérobie, d'accord, la respiration nitrate, se fait grâce à une enzyme qui est la nitrate réductase qu'il faut apprendre, qu'il faut se rappeler de cette enzyme de type A. Il appartient à la chaîne respiratoire. Hein. Vous vous rappelez, on a dit que lors de la respiration anaérobie, on a le substrat qui va être dégradé et on a une chaîne de transport d'électrons. À la fin, on a l'accepteur final d'électrons. Donc, il y a une chaîne de transport. Dans cette chaîne de transport d'électrons, eh ben, il y a la nitrate réductase, hein, cette enzyme qui catalyse cette réaction, hein, en dernier lieu, pour que le nitrate puisse accepter les électrons et donner le nitrite ou bien le N2 selon le cas. Alors, cette enzyme, elle est de type A. Ça, c'est son nom, nitrate réductase type A. Elle a une autre propriété, c'est qu'elle est capable, ça c'est indépendant, elle est capable de réduire les chlorates en chloride toxique. Ça, c'est une propriété qu'on va exploiter, ça n'a rien à voir. Hein, il peut, c'est comme ça, il a les chlorates, c'est des produits chimiques, ils sont transformés en chloride. Et les chlorides toxiques. Donc, ça, il faut se rappeler de ça.
On va voir la différence. Parce que, je répète, les nitrates peuvent être utilisés par la bactérie par un métabolisme disséminatif lié à la respiration anaérobie via de l'enzyme nitrate réductase de type A, mais il peut également, on l'a dit déjà, être utilisé dans le métabolisme assimilatif, c'est-à-dire dans la biosynthèse. Cette fois-ci, cette réduction se fait par un autre type d'enzyme. C'est la nitrate réductase, mais c'est la nitrate réductase de type B. Ah, donc, il y a deux types de nitrate réductase. Pour la respiration nitrate, c'est la nitrate réductase de type A. C'est elle qui est impliquée dans la réduction de nitrate pour qu'il accepte les électrons, soit accepteur final d'électrons, et pour donner comme produit le nitrite ou bien l'azote et ainsi de suite. D'accord? Alors que la nitrate réductase qui est impliquée dans la biosynthèse, la réduction assimilative pour donner protéines, elle est de type B. D'accord? Celle-là, la première, on a dit, elle appartient à la chaîne respiratoire, alors que celle qui est impliquée dans la biosynthèse, elle est cytoplasmique. Là, on vous donne les différences pour ne pas, les différences entre les deux types de nitrate réductase, parce que les deux, ils font la réduction de nitrate. Sauf que la première, elle est impliquée dans la respiration anaérobie, la respiration nitrate. La deuxième, elle est impliquée dans la biosynthèse. Celle qui est impliquée dans la respiration anaérobie ou bien la respiration nitrate, elle est de type A. Et elle appartient à la chaîne respiratoire, c'est-à-dire on la retrouve dans la chaîne respiratoire. Et elle est capable de réduire les chlorates en chlorite. Alors que la nitrate réductase impliquée dans la biosynthèse, c'est-à-dire celle qui va synthétiser par la suite, va réduire le nitrate pour être impliquée dans les acides aminés, c'est une nitrate réductase de type B. Et elle ne se trouve pas dans la chaîne respiratoire, non, elle est cytoplasmique. D'accord? Là, c'est la réaction qui fait. Là, regardez, on a le nitrate qui va être transformé en nitrite, en azote ou bien d'autres, alors qu'ici, le nitrate, il va être transformé en nitrite et il va être réduit en ammoniac, ce que vous avez dit tout à l'heure, mademoiselle. Cet ammoniac, c'est lui qu'on retrouve dans l'acide aminé NH3, COH et puis le radical. Donc ça, c'est pour la biosynthèse. Et en plus, là, les réactions se font en anaérobiose. Ici, la réaction se fait en aérobiose, la synthèse, et sans production d'énergie. Alors qu'ici, parce qu'on a dit là, il y aura un transfert d'électrons. Le transfert d'électrons va faire qu'il y aura des protons H+, qui vont sortir. Vous vous rappelez? Et pour qu'ils rentrent, ils vont passer par l'ATP synthétase et on aura l'ATP, synthèse d'ATP, ici, dans la respiration. Là, on n'a pas production d'énergie. Au contraire, le NH3 qui est produit va être libéré à l'extérieur et c'est bon. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pour voir la différence entre nitrate réductase type A impliquée dans la respiration anaérobie, c'est-à-dire nitrate, et la nitrate réductase de type P qui est cytoplasmique, qui n'a rien à voir dans la respiration. C'est pour la synthèse. C'est bon, je vais vous poser une question pour voir est-ce que vous avez compris. Si je veux savoir si ma bactérie a une nitrate réductase type A ou bien type B, comment je vais savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Quelque chose qui va trancher entre les deux. Je vais mettre ma bactérie en présence dans quelles conditions? Et je vais donner du nitrate parce que de toute façon, il va utiliser le nitrate. Ou bien il va l'utiliser pour la respiration, ou bien il va l'utiliser pour la biosynthèse. Alors, pour savoir, je suis en présence de quel type de réaction? Nitrate, c'est-à-dire pour la respiration nitrate ou bien la réduction nitrate. Qu'est-ce que je dois faire? À vous la parole. On discute entre nous, même si vous dites quelque chose qui n'est pas correct, on va la rectifier. Je pense oui, que la réduction nitrate. La réduction? Nitrate? Non, la question que j'ai posée, c'est que dans quelles conditions, c'est-à-dire je veux savoir est-ce que mon enzyme est nitrate réductase de type A ou bien de type B? Qu'est-ce que je peux faire pour différencier pratiquement? D'abord, on va prendre des bactéries anaérobiques et on va les cultiver dans un milieu de culture. Monsieur, on va mettre exactement la bactérie en aérobiose. Très bien. Oui, quoi encore, mademoiselle? Et on va le cultiver dans un milieu de culture
et on va voir est-ce que la bactérie est-ce que la bactérie vous synthétise des nutriments Et ben pour pour survivre savoir est-ce ou qu'il pas? va synthétiser des nutriments, il faut marquer avec l'azote. Non, chauffe, c'est-à-dire déjà, on va cultiver en aérobiose. Parce que là, je vous ai donné un indice. Là. Regarde, la nitrate réductase de type A, elle est capable de réduire quoi? Les chlorates en chloride toxique. C'est-à-dire, si l'enzyme en question est une nitrate réductase de type A, si je donne des chlorates dans les conditions anaérobiose, elle va les transformer en quoi? En en chloride. Et les chlorides, ils sont comment? Ils sont toxiques pour la cellule, donc ils vont la tuer. Donc, Oui. si je mets ma bactérie dans les conditions d'anaérobiose, je donne dans les conditions d'anaérobiose, et, et le milieu de culture contient, entre autres, le chlorate, d'accord? Si ma bactérie possède la nitrate réductase de type A, qu'est-ce qu'il va faire? Cette nitrate réductase type A, il va trouver le nitrate, donc il va hein, le transformer et il va réduire les chlorates en chlorite. Lorsque les chlorites sont dans la cellule, ils sont toxiques, ils vont la tuer. Donc, je ne vais pas avoir de croissance. Donc, je vais dire, la bactérie que j'ai mis dans mes milieux de culture n'a pas pu se développer parce que elle possède la nitrate réductase de type A. Sinon, c'est la nitrate, c'est l'autre, d'accord? C'est ce facteur-là qui va être déterminant. Qu'est-ce que vous avez là? Pour différencier entre la nitrate réductase de type A et type B, je parle ici de point de vue pratique. Hein? On réalise une culture en anaérobiose en présence d'un sel de chlorate. Ça, hein, le sel de chlorate WAD. Chlorate de sodium, par exemple. Non toxiques, parce que les chlorates ne sont pas toxiques. C'est lorsqu'ils sont transformés en chlorite qu'ils sont toxiques, qu'ils deviennent toxiques. Et sera réduit en sel de chlorite. Si je suis en présence de la première, de la nitrate réductase de type A, il va les transformer en chlorite, alors qui est toxique pour les cellules, ce qui entraîne une absence de culture. Vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame, merci. Qui n'a pas compris? Madame, Oui, j'ai monsieur. pas Qu'est-ce que bien vous avez compris, pas madame. compris? Alors, Madame, j'ai pas bien donc, compris la différenciation entre ok, les ok. deux. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous. C'est très simple. Hein? Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la respiration nitrate, qui est une respiration anaérobie. Ça, vous êtes d'accord? D'accord? Alors, ce que je vous donne ici, c'est pour ne pas confondre hein, la respiration. On va voir l'enzyme qui est impliquée dans cette respiration, qui est la nitrate réductase de type A, avec celle qui est impliquée dans le métabolisme, dans la réduction du nitrate pour la synthèse. Vous vous rappelez, on a vu au début, je vous ai dit que ce soit pour le nitrate ou bien le sulfate, ces composés vont être réduits. Mais on a un métabolisme assimilatif et un métabolisme dissimilatif, c'est-à-dire la respiration anaérobie. Et la bactérie peut également les utiliser pour la biosynthèse. Donc, on a la même réaction, c'est-à-dire le nitrate va être réduit, vous voyez, hein, par la nitrate réductase, que ce soit pour la respiration anaérobie, que ce soit pour la biosynthèse. Alors, et l'enzyme, on vous dit que l'enzyme impliquée, elle est différente. Dans le cas de la respiration, c'est une nitrate réductase de type A. Alors que dans le cas de la biosynthèse, c'est une nitrate réductase de type B. Et on vous donne les différences entre les deux enzymes. Celle-là, elle appartient dans la chaîne respiratoire, alors que la deuxième, elle est cytoplasmique. Celle-là, elle a la capacité de réduire. Si on lui donne les chlorates, c'est une propriété qu'elle a. Si on lui donne les chlorates, elle les transforme en chlorite. Comme ça, il catalyse de la réaction. Et les chlorides sont toxiques. Alors que la nitrate réductase type B qui est impliquée dans la biosynthèse ne fait pas ça. Les chlorates, il ne va pas les transformer parce qu'il n'est pas capable de les transformer. D'accord? Alors, là, je vous dis comment on peut différencier. Je suis en présence d'une bactérie, d'accord? Et je ne sais pas, il y a eu, c'est-à-dire réduction de nitrate. Comment je vais savoir si cette réduction est c'est-à-dire l'œuvre de la nitrate, je suis en présence de nitrate réductase de type A ou de type B. C'est ça qui était la question. Là, on vous donne le résultat. Pour différencier entre la nitrate réductase de type A ou de type B,
Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une culture en anaérobiose. Déjà, en anaérobiose, il n'y a que la respiration, il y a la respiration nitrate qui va avoir lieu, parce que je suis en anaérobiose. D'accord? Et bien sûr, on donne du nitrate et on va mettre, pardon, du chlorate dans le milieu. Si ma bactérie possède la nitrate réductase de type A, c'est-à-dire elle va faire la respiration nitrate, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va utiliser les chlorates et il va les transformer en chlorite. Oui ou non, monsieur? Madame, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque cette nitrate réductase va transformer les chlorates en chlorite. Les chlorites sont toxiques. Qu'est-ce qui va y arriver? Les chlorites sont toxiques pour la cellule elle-même. La cellule va mourir. Oui, j'attends monsieur parce que... Monsieur, Madame, vous pardon? m'entendez? Oui, oui, Oui. madame. Cette enzyme, puisqu'il va se développer, je suis en anaérobiose et je lui ai donné des chlorates. La seule qui est capable de transformer les chlorates en chlorite, c'est la nitrate réductase A, pas B. Donc, si je suis en présence de nitrate réductase de type A, elle a les chlorates dans le milieu, elle va les transformer en chlorite. Oui ou non? Oui, madame. Oui, Et les chlorites, ils sont toxiques. oui. Donc, il va transformer les chlorates en chlorite, mais les chlorites sont toxiques, ils vont la tuer. Lorsqu'ils vont la tuer, vous avez fait la culture sur milieu liquide, par exemple. Est-ce que vous allez trouver un trouble? Ou qu'une croissance? Non, madame. Non, c'est bon. Donc, un Américain a dit, tu me fiches la croissance, on dirait de l'expérience. Je vais faire cette expérience, c'est une expérience à appliquer. Et si j'ai une culture, si j'ai pas de culture, je dis, donc, je suis en train de la nitrate réductase de type A. Parce que c'est la seule qui est capable de transformer les chlorates en toxiques et ils l'ont tué. J'ai pas eu. Si j'ai une croissance, eh ben c'est pas la nitrate réductase type B, type A. D'accord? C'est juste de point de vue culture, pratique, comment différencier entre les deux. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Oui, madame, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. D'accord? Donc là, c'est la respiration nitrate. Donc, s'il vous plaît, pour la respiration anaérobie, toujours ayez en tête la réduction assimilative pour la biosynthèse ou bien respiration anaérobie. Nous, on s'intéresse à la respiration anaérobie, mais à ne pas confondre. Quand on dit le nitrate est utilisé, il est réduit pour être utilisé comme accepteur final d'électrons pour la respiration anaérobie, la bactérie, il peut utiliser le nitrate dans le milieu de culture, la biosynthèse. La différence, c'est une petite quantité qui est utilisée, c'est une grande quantité. On a une production d'énergie, on a fait production d'énergie. Les spécificités de chaque type de respiration. C'est l'œuvre de nitrate réductase de type A. C'est réductase de type B. Elle appartient à la chaîne respiratoire. Il est cytoplasmique. Donc là, il transforme les chlorates en chlorite. Elle la donne, elle la propriété, on vous la donne juste pour pouvoir comprendre pratiquement pour différencier. Parce que vous êtes en train d'identifier une bactérie, d'accord? Et vous trouvez qu'il a fait la respiration anaérobie, c'est-à-dire il a consommé les nitrates. Donc, je veux savoir, est-ce que cette bactérie possède la nitrate réductase A? Parce que ça fait partie des critères d'identification des bactéries. Pour savoir est-ce qu'il possède la nitrate réductase A, eh ben, ça suffit de... Vous prenez votre bactérie, qui est pure bien sûr, et vous la mettez dans un milieu de culture, dans des conditions d'anaérobiose, avec un milieu de culture qui contient les chlorates. Eh ben, après 24 heures d'incubation, si vous avez une culture, eh ben, elle n'a pas la nitrate réductase A. S'il avait la nitrate réductase de type A, eh ben, il fallait qu'il transforme automatiquement les chlorates en chlorite qui est toxique et ils vont tuer la cellule et je ne vais pas la retrouver. D'accord? Donc, je dis que ma bactérie, elle possède cette nitrate réductase. Alors, donc là, c'est pour la respiration nitrate. La même chose pour les sulfates. Toujours, on est dans le cadre de la respiration anaérobie. On a vu le cas du sulfate, des nitrates, on va voir les sulfates et les sulfures. C'est vraiment des accepteurs finaux. Donc, pour le soufre, il y a plusieurs composés soufrés inorganiques qui peuvent jouer le rôle d'accepteur final d'électrons. On a d'abord le sulfate, dont je parlais tout à l'heure, le SO4 2-. C'est la forme la plus oxydée.
Elle est utilisée par les bactéries sulfato-réductrices et le produit final est l'hydrogène sulfuré, le H2S. Là, c'est un exemple de bactéries qui peuvent utiliser le sulfate comme accepteur final d'électrons. Mais il n'y a pas que le sulfate. Il y a des espèces qui peuvent utiliser le sulfure comme accepteur final d'électrons parce qu'il peut être réduit encore. L'état d'oxydation diallo, donc il peut se transformer en H2S. Alors là, ce qui se passe avec les sulfures, les sont capables. Oui, pardon. Oh là, je m'excuse. C'est un vrai problème, ça. Alors, j'ai dit, on a vu le nitrate. Maintenant, les sulfates, la respiration sulfate, ou bien les sulfures. On a dit qu'il y a plusieurs composés de soufrés qui peuvent jouer le rôle d'accepteur final d'électrons. Il y a le sulfate, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est la forme la plus oxydée de soufre. D'accord? Elle est utilisée par les les bactéries sulfato-réductrices, comme exemple du sulfuvobrio. Et le produit de cette réduction, c'est l'hydrogène sulfuré. Il n'y a pas que le sulfate, il y a d'autres bactéries qui peuvent utiliser, par exemple, des sulfuromonases, qui peuvent utiliser ou bien réduire le sulfure, c'est-à-dire ils vont l'utiliser comme accepteur final d'électrons pour produire le H2S, l'hydrogène sulfuré. Alors, ces bactéries, que ce soit les sulfates, ce sont typiques des boues et des sols anaérobies. D'accord? Et ils sont responsables en grande partie du sulfure d'hydrogène trouvé dans les eaux organiques polluées. Alors, c'est pas toujours, vous avez eu l'occasion de voir, je sais pas, l'égout qui est ouvert, la rue et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez comme ça? Qu'est-ce que vous trouvez? C'est une odeur qui est nauséabonde, une mauvaise odeur. Et qu'est-ce que la couleur? C'est une couleur qui est... Vous n'avez jamais vu au niveau des égouts, hein? Quelle est la couleur noire ou pas? Noir, exactement. Et cette odeur nauséabonde, c'est l'hydrogène sulfuré. D'accord? C'est dû, donc, cette odeur qui est mauvaise est due à ce produit qui est soufré, l'hydrogène sulfuré. On dit que, ça veut dire quoi? Puisqu'il y a de l'hydrogène sulfuré en quantité, ça veut dire il y a l'action et c'est des conditions organique au niveau de ces eaux. Donc, il y a des conditions d'aérobiose qui s'installent pour le développement de bactéries qui est réductrice du sulfate, qui utilise la respiration anaérobie en utilisant le sulfate ou bien le sulfure comme l'hydrogène sulfuré qui donne cette odeur et qui donne cette couleur, entre autres, qui est noirâtre. D'accord? On le retrouve également, par exemple, les rejets des eaux usées au niveau des plages, la zone tout autour au niveau des sédiments. La canalisation, lorsque c'est une canalisation, il y a beaucoup de matière organique, on trouve une mauvaise odeur, l'odeur de l'œuf pourri. Donc, c'est l'hydrogène sulfuré qui est responsable de cette odeur. Donc, on dit que c'est ces bactéries qui prolifèrent dans ce type de milieu. Alors, oui, donc comme tout à l'heure pour les nitrates, on a dit il y a le métabolisme assimilatif, c'est-à-dire la bactérie, elle peut utiliser le nitrat. Le sulfate peut être utilisé pour la respiration, comme il peut être utilisé pour la biosynthèse des acides aminés soufrés. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on nota bene, il est important de distinguer entre la réduction, sa réduction disséminative où le H2S est excrété. Parce que dans la respiration anaérobique, le sang. D'accord? Alors que les sulfates ou bien les sulfures qui sont utilisés pour la biosynthèse, ils vont être intégrés dans la molécule, dans les acides aminés soufrés pour synthétiser les protéines. C'est bon? Madame. Pour le soufre, donc c'est la même chose.
Là, on va voir notre type de composé. Tout à l'heure, on a dit on a vu le sulfate, on a vu. Madame, C'est bon? Oui. Oui? Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. L'accepteur pour les bactéries réductrices Oui, de mademoiselle. sulfure et sulfure. L'accepteur final des Oui. électrons, Vous m'entendez soit, toujours? Oui. soit le sulfate ou bien le soufre. Oui. Je vous entends. Oui. Madame, Oui. il semble que vous avez une faible connexion, c'est pour cela que vous Oui. m'entendez. Le sulfate. Le sulfure. Le sulfure, parce que monsieur, le soufre S. S2 moins. Pour qué? Hein? Mademoiselle? Est-ce que vous m'entendez? Madame, s'il vous plaît, on vous Madame, le son est coupé. Oui. Moi, je vous entends. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous Oui, madame. m'entendez? Oui. Oui, madame, on vous entend, mais le son se... C'est bon. Mademoiselle, se coupe. Oui, madame. Et maintenant, c'est bon? Il y a un décalage de son, madame. Maintenant, madame? Oui, madame. Ok. C'est bon maintenant. Alors, mademoiselle. Oui, mademoiselle. J'ai dit effectivement, il y a des bactéries qui peuvent utiliser le sulfate comme comme accepteur final d'électrons, comme ils peuvent utiliser le sulfure. Parce que pour le sulfate, il y a plusieurs niveaux d'oxydation, le soufre, hein, le sulfate, qui est le sulfure, qui est plusieurs, chez 4 ou 5. Et la forme la plus oxydée, il y a le SO4 de moins, et la forme la plus réduite, il y a le H2S. Donc, même le soufre peut être utilisé et les sulfures peuvent être utilisés comme accepteur final d'électrons. Et dans tous les Mais cas, madame, on a libération à la fin de l'hydrogène sulfuré qui reste. Oui, mais madame, on voit que oui, mademoiselle. le sulfure, c'est un donneur des électrons. Est-ce qu'on peut jouer le rôle d'un accepteur des électrons? Oui, écoutez, le fait, si vous voulez bien comprendre ça, il faut revenir au TD du potentiel redox pour voir, c'est-à-dire le couple redox. Vous savez que là, le donneur, il y a des éléments qui peuvent jouer le rôle de donneur, ils peuvent jouer le rôle d'accepteur. Pas en même temps, ça dépend avec quoi ils sont couplés. Et ça dépend du potentiel redox. Il se trouve la tour des potentiels redox, il faut qu'il ait un potentiel électronégatif, moins en volts, hein. D'autant plus qu'il est négatif, il peut mieux céder le potentiel d'oxydation, c'est-à-dire sa capacité de céder les électrons. Donc, un élément chimique, par exemple, il peut jouer le rôle de donneur d'électrons, bien d'accepteur en fonction de le couple, c'est-à-dire le couple comment, il est avec quel élément, d'accord? S'il se trouve avec un composé qui est positif, par exemple l'oxygène, il a tendance toujours à accepter des électrons. C'est un puissant oxydant. Donc, d'accord? Mais s'il se trouve avec un élément qui est moins électropositif, et ben dans ce cas, il est obligé de jouer le rôle d'accepteur final d'électrons. Bah, pour le comprendre très bien, il faut revenir au potentiel et à la tour des électrons et ses couples redox. Pour vous, pour ne pas vous, si vous arrivez à comprendre ça, c'est bon, je pense que vous avez vu ça en TD. Sinon, ce qu'il faut se contenter de savoir, c'est que les sulfates, les sulfures, selon les cas, ils peuvent être utilisés, surtout le sulfate, hein, il peut être utilisé comme accepteur d'électrons et que le produit, c'est le H2S. D'accord? Et c'est ce H2S, l'hydrogène sulfuré, qui est à l'origine de cette mauvaise odeur. Et ça se passe toujours dans les zones qui sont riches en matière organique, dans les eaux polluées, dans les égouts et ainsi de suite. D'accord, mademoiselle? Oui, madame, merci.
Je t'en prie. Alors, on passe. On a vu les nitrates, les sulfates. On va voir un autre exemple. Bon, les sulfates. Oui, les fumarates. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la respiration anaérobie, on a dit l'accepteur final d'électrons, ça peut être minéral, comme le sulfate, le sulfure, le nitrate et ainsi de suite. Ça peut être organique, comme le fumarate. D'accord? Alors, dans ce cas, hein, l'accepteur final d'électrons peut être le fumarate et il va être transformé en succinate. Ouais, pour faire la similitude, les sulfures ou bien le sulfate sont transformés en hydrogène sulfuré, le nitrate est transformé en nitrite ou bien en azote moléculaire ou bien en oxyde nitreux. Là, le fumarate, il est réduit en succinate. Et ce mode respiratoire, bon, il a été mis en évidence chez des bactéries anaérobies strictes et anaérobies facultatives. Ça, c'est juste un exemple pour savoir, exemple de bactéries qui peuvent faire ce mode de respiration. À retenir, c'est que c'est quoi la respiration fumarique? C'est une respiration anaérobie où l'accepteur final d'électrons est le fumarate et qui est transformé en succinate. C'est ce qu'il faut retenir pour cette respiration. C'est bon? Donc, on est toujours dans le cas de la respiration anaérobie. On a vu le cas où le nitrate est l'accepteur final d'électrons avec la différence, toutes les précisions que j'ai données en parallèle. Là où le sulfate ou bien les sulfures sont des accepteurs finaux d'électrons. Et maintenant, le cas où l'accepteur final d'électrons dans cette respiration anaérobie est organique. L'exemple, c'est fumarate qui va être transformé en succinate. Et bien sûr, l'enzyme qui fait ça, elle appartient à la chaîne de respiration, la chaîne de transport d'électrons au niveau de la chaîne respiratoire. D'accord? Donc, avec ça, on a terminé avec la respiration. Vous vous rappelez, pardon, je dois revenir pour spécifier ça. Donc, avec ça, on a terminé le premier mécanisme qui est la respiration. Chez les chimio-organotrophes, on a vu la respiration, donc que ce soit aérobie ou anaérobie, comment il y a production d'énergie, quels sont les enzymes impliquées, les types de respiration selon l'accepteur final d'électrons. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la respiration, il y a une chaîne de transport d'électrons, que ce soit aérobie ou anaérobie. Et qui peut me rappeler la première différence qu'on a dit lorsqu'on a parlé au début, la différence entre la respiration et la fermentation, ce qu'on a donné comme définition pour la respiration? On a dit la respiration, c'est lorsque… L'oxydant, madame. Lorsque l'oxydant oui, avec intervention d'un oxydant externe, soit l'oxygène ou bien un autre oxydant. Très bien. Donc, la respiration, c'est une oxydation du substrat avec intervention d'un oxydant externe, qui peut être l'oxygène si la respiration est aérobie, et ça peut être autre composé oxydé si la respiration est anaérobie. C'est ce que j'ai expliqué. Si vous retenez ça, ça veut dire que vous avez compris. D'accord? Parce que c'est cette définition qui va être détaillée par ce que je viens de détailler. La respiration aérobie avec ce qu'on a vu, tous les détails, avec la toxicité, le problème, tout. Et puis la respiration anaérobie, lorsqu'il y a le nitrate, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a le sulfate, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a le fumarate, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Maintenant, on va voir la fermentation. Là, c'est un deuxième mécanisme de transformation. Et bien, la différence principale, c'est que cette fois-ci, l'oxydation du substrat se fait sans intervention d'un oxydant externe. Ça veut dire que l'accepteur final d'électrons cette fois-ci, qui est l'oxydant, est une partie du substrat. Il est endogène. On dit sans intervention d'un oxydant externe, ça veut dire que l'oxydant, il est endogène. Il appartient au substrat. C'est ce qu'on va voir. Donc, la fermentation, elle est caractérisée par quoi? D'abord, un autre composé organique, regardez, en gras, dérivant du substrat. C'est-à-dire, parce que le substrat, il est organique. On est en présence des chimio-organotrophes. Donc, une partie du substrat organique qui dérive du substrat est l'accepteur d'électrons. Donc, c'est un composé organique endogène qui joue le rôle d'un accepteur final d'électrons. Donc, c'est cette composé qui va permettre la réoxydation des coenzymes réduits libérés lors de l'oxydation du substrat. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Rejoins la glycolyse. Au niveau de la glycolyse, on a… Est-ce que vous arrivez à voir rien? C'est partagé? Non, madame. Non, madame. Non. Alors. Oui. Alors, la fermentation, j'ai dit, elle est caractérisée
Le cas de la fermentation, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'un composé qui dérive du substrat, hein, c'est-à-dire une partie du composé qui dérive du substrat, va jouer le rôle de l'accepteur d'électrons. Donc, le composé qui va jouer ce rôle, il est endogène, c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est cette réduction qui va permettre la réoxydation des coenzymes libérés lors de l'oxydation du substrat. Juste une chose, que ce soit dans la glycolyse, la première étape de dégradation des sucres, par exemple, il y a libération des coenzymes et libération de utilisation de NAD+, ils vont libérer des NADH. Alors, ces coenzymes réduits, dans le cas de la respiration, ce qu'on a vu, c'est eux qui vont aller céder ces coenzymes qui vont céder les protons, les électrons à la chaîne de transport d'électrons pour synthétiser l'ATP, tout ce qu'on a vu. Dans le cas de la fermentation, non, il n'y a pas de chaîne de transport d'électrons. Alors, ce NADH qui a été produit lors de la glycolyse, par exemple, il doit être réoxydé en NAD+, pour que la glycolyse continue à être et que les substrats continuent à être dégradés. Mais là, on n'a pas de chaîne de transport d'électrons. On n'a pas le NADH qui va vers la membrane cytoplasmique, il va céder les protons, il va être oxydé en NAD+, et revenir, et les électrons vont faire le travail pour faire l'ATP et le H+. On n'a pas ça. Donc, mais il faut absolument que ce NADH soit réoxydé. Et bien, dans ce cas, cette réoxydation, hein, il se fait par un composé organique qui dérive du substrat. On va voir ça plus en détail. Et la production d'ATP, hein, elle n'est pas couplée au transfert d'électrons. Hein. Production d'ATP se fait par phosphorylation au niveau du substrat. On va le voir, c'est quoi la phosphorylation. D'ailleurs, c'était la différence entre fermentation et respiration dès le début, parmi les critères. C'est la production d'ATP. Donc, il faut retenir deux choses ici. La fermentation, la nature de l'accepteur final d'électrons, c'est un composé organique qui dérive endogène, qui dérive du substrat. C'est lui qui permet la réoxydation des coenzymes et que la production d'ATP se fait par phosphorylation directe. Dans le cas de la respiration, il se fait par phosphorylation oxydative, c'est-à-dire la chaîne de transport. Là, c'est une phosphorylation directe au niveau du substrat. On va voir tout ça. Alors, oui, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. On vient de dire, par exemple, lors de la glycolyse, on a libération des NADH. D'accord? Alors, le NADH produit au cours de la glycolyse est réduit par des intermédiaires métaboliques intracellulaires pour donner des produits qui, lorsqu'ils se trouvent au bout des voies métaboliques, vont être sécrétés par la cellule. Tout ça pour dire ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que les coenzymes réduits vont être réoxydés grâce suite à l'utilisation d'un composé endogène, c'est-à-dire qui fait partie du substrat. Tout simplement. Vous n'êtes même pas obligé de regarder ça parce qu'on l'a déjà dit dans l'autre slide. Donc, c'est juste pour parler des coenzymes réduits. C'est plus détaillé. Alors, généralement, les fermentations des sucres résultent en une acidification du milieu. Lorsqu'il y a une fermentation de sucre, on a libération d'acide. Parce qu'on va voir l'accepteur final d'électrons, par exemple le pyruvate, on va le voir, il va donner l'acide lactique ou bien il va donner l'éthanol. Généralement, il donne des acides. Ces acides, ils vont, puisqu'il y a libération des acides dans le milieu, il y aura diminution de pH. Donc, généralement, les fermentations des glucides résultent en une acidification du milieu de culture. Si on veut la détecter pratiquement, ça suffit de rajouter un indicateur coloré de pH. Donc, si ma bactérie est capable de faire la fermentation, je donne le glucose, par exemple, c'est une question que je vais poser. Je donne à ma bactérie du glucose, et le milieu, il contient, par exemple, un indicateur coloré qui donne une couleur jaune lorsqu'il est acide, la phase acide. Donc, si ma bactérie fait de la fermentation, comment l'aspect des colonies ou bien du milieu, il va devenir, j'attends la couleur. Il va devenir? Vous me suivez? Jaune. Vous êtes là? Jaune, tout à fait. Jaune. Jaune. Parce que s'il est capable de faire la fermentation, il va libérer des acides. D'accord? Et ces acides vont faire diminuer le pH. Et bien, l'indicateur dans le milieu va virer. Il était par exemple rouge, puisque le milieu est devenu acide, il va virer vers le jaune et je vais avoir un milieu jaune. Donc, moi, pratiquement, lorsque mon milieu était rouge, il est devenu jaune, et bien, automatiquement, je veux dire, ma bactérie, elle a fait une fermentation.
Vous voyez, macroscopiquement, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'enzyme et ainsi de suite. Donc là, c'est pratiquement ce qui se passe. Je vous montre même pratiquement comment on exploite ou bien comment on fait c'est-à-dire montrer qu'il y a une fermentation. D'accord? Alors là, c'est des exemples de fermentation. Regardez, on a le sucre, le glucose, qui va donner le pyruvate. Vous voyez? Le pyruvate qui va jouer le rôle d'accepteur d'électrons pour donner, regardez, selon les cas, on peut avoir une fermentation alcoolique, qui peut me donner un exemple de fermentation alcoolique. Bon, le produit, c'est l'éthanol. Des micro-organismes qui peuvent faire cette fermentation alcoolique. L'éthanol alcoolique. Aucune idée. Pourtant, chaque jour, on utilise ce processus. Hein? La panification, le pain. Hein? Pour faire du pain, on a besoin de farine, où il y a des sucres. Et qu'est-ce qu'on rajoute? À part l'eau, le sel et ainsi de suite. La levure. Hein, c'est un champignon unicellulaire, Saccharomyces cerevisiae. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fermentation alcoolique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer les sucres en éthanol. D'accord? Et il donne du CO2. Hein? Le CO2, c'est lui qui fait gonfler les trous, hein? Il fait gonfler le pain. C'est ça. D'accord? Après, lorsqu'on va faire cuire, l'éthanol va s'échapper parce qu'il s'évapore. Et on aura le pain qu'on connaît. Donc, c'est une fermentation alcoolique. Et la fabrication du pain. Également, la bière, la même chose. Ils utilisent, hein, c'est une fermentation alcoolique. On a l'éthanol. Hein, donc, au niveau de la bière, il y a de l'éthanol. Il y a la fermentation lactique, bien homolactique. Alors là, c'est dans quel domaine qu'on trouve la fermentation lactique? Exemple de produits issus de la fermentation lactique? Fromage. Yaourt. Exactement. Le yaourt, le fromage, le jben, le vin, tout ça issu de la fermentation agroalimentaire. Laitière ou la carnée. Hein, ils utilisent la fermentation. Par exemple, l'industrie les saucissons, les produits carnés à base de viande, une fermentation lactique. Les produits laitiers. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a production par exemple, ici, homolactique. Homolactique, c'est-à-dire il va libérer que l'acide lactique. Là, c'est le yaourt, le fromage et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous voyez que ce sont des fermentations qui sont à la base de plusieurs produits qu'on connaît tout autour de nous. D'accord? Il y a des fermentations acides mixtes, des fermentations butyriques. D'accord? Là, le produit, c'est le butyrate. C'est-à-dire, à partir du pyruvate, on aura des butyrates. Là, c'est l'œuvre de certaines bactéries qui sont à l'origine des problèmes des boîtes de conserve. On vous dit que les boîtes de conserve, lorsqu'ils sont gonflés, il ne faut pas les racheter. D'accord? Même s'il y a la date de péremption. Donc là, c'est parce que il y aura il y a des bactéries hein, qui sont sporulentes, comme Clostridium butyrique bien perfringens, qui peuvent être à l'origine des intoxications alimentaires. Alors là, ils font une fermentation en produisant ce produit avec des gaz. Et c'est eux qui sont responsables des boîtes de conserve avariées. Donc, pourquoi je donne ça? Juste pour vous montrer hein, les types de fermentation qui peuvent exister. Donc, vous insistez juste les trois, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Le métabolisme de tous les glucides rejoint celui du glucose après un certain nombre. Oui, alors là, pourquoi on parle de glucose? Parce que tous les autres sucres, ils vont rejoindre le métabolisme du glucose pour à la fin donner le pyruvate. D'accord? Donc, vous voyez ici, dans ce métabolisme de la fermentation, il n'y a pas d'oxydant externe, il n'y a pas d'oxygène qui va jouer le rôle. Non, c'est une partie de cette molécule qui va jouer le rôle d'accepteur d'électrons, il va être oxydé, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est pour la fermentation. Donc, vous voyez le schéma qu'on a. Oui, pardon, vous ne voyez pas. Donc, je dois repréciser. Donc, la différence entre la respiration et la fermentation, on a dit d'abord la nature de l'accepteur final d'électrons. Dans le cas de la respiration, elle est exogène. Ça peut être l'oxygène, le cas de la respiration aérobie. Ça peut être une respiration anaérobie, par exemple, respiration nitrate, sulfate, fumarate, ainsi de suite. Mais dans la fermentation, ce composé, cet accepteur final d'électrons, c'est un composé endogène au substrat qui dérive du donneur d'électrons. Il n'est pas exogène, mais endogène.
Autre chose, l'énergie fournie. Dans ce cas, la respiration, elle est importante parce que la quantité d'ATP qui va être libérée suite au transfert de la chaîne respiratoire, une réoxydation NADH, elle est très importante. Alors qu'ici, il est très limité parce qu'il n'y a pas de chaîne de transport d'électrons. Hein, la quantité d'ATP produite, on va le voir, elle est très limitée. Maintenant, l'ATP produite. Dans le cas de la respiration, le phénomène, le mécanisme, c'est la phosphorylation oxydative. Tout ce qu'on a expliqué, le NADH va être passé de la membrane cytoplasmique, il va céder ses électrons, le passage des électrons, le pompage des protons, établissement d'une force protomotrice, la rentrée des H+ via l'ATP synthétase, on aura production d'ATP. D'accord? Pour chaque molécule de NADH qui est réoxydée. Alors que pour la fermentation, il n'y a pas de chaîne de transport d'électrons. L'ATP n'est pas synthétisé de cette façon-là. Comment il est synthétisé? Par une phosphorylation au niveau du substrat. C'est quoi la phosphorylation au niveau du substrat? Ce qu'on va voir maintenant. Donc, c'est ça. Phosphorylation au niveau du substrat. Et bien, c'est ça. Vous voyez ce qui se passe? On a l'enzyme qui va agir. Hein? On a transfert le substrat, un substrat qui est phosphaté, qui est lié à un groupement phosphate, le substrat. Par exemple, glucose, phosphate, glucose, phosphate, glucose, d'accord, un composé phosphaté qui, par la catalyse de l'enzyme, plus ADP, c'est ça les réactions que vous trouvez. Glucose, phosphate plus ADP donne tel produit plus ATP. C'est ça qui est schématisé. Donc, l'ADP plus le composé, le substrat phosphorylé, grâce à la catalyse de l'enzyme, on aura synthèse d'ATP et un autre produit. Ça, c'est le schéma général de la... Donc, on aura synthèse de l'ATP, on dit phosphorylation au niveau du substrat. On a le substrat qui a phosphorylé, il va céder son groupement phosphate à l'ADP pour synthétiser l'ATP, grâce à une enzyme, bien sûr. D'accord? Donc, vous voyez, la synthèse d'ATP se fait au niveau du substrat. Il n'a pas besoin que le substrat, quand dans la respiration, va être dégradé et va libérer des coenzymes réduits. Les coenzymes réduits vont rejoindre la membrane cytoplasmique, céder leurs électrons, réoxyder et les protons vont être à la chaîne protomotrice. Non, non, ça se passe, il n'y a pas de chaîne. C'est au niveau du substrat, directement. Alors que dans la respiration, c'est une chaîne. D'accord? Donc là, c'est pour la phosphorylation oxydative. Et ben, c'est la même chose. Hein. Là, c'est par exemple, plus en détail. Là, c'est le substrat, le phosphoénol pyruvate. Vous voyez, il fait un composé. Ça, c'est le PEP. Le substrat, ça, c'est S. Ce que on a mentionné S, le substrat, avec le phosphate, grâce à l'enzyme qui est la pyruvate kinase, et en présence d'ADP, on aura production d'ATP. Et le produit qui était le PEP va se transformer en pyruvate. Là, c'est un exemple. D'accord? Donc, on a eu production d'ATP au niveau du substrat. C'est la phosphorylation au niveau du substrat. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la même chose qu'ici. Ça, on vous donne un cas, le nom d'IL, le composé et le produit, alors qu'ici, c'est le schéma général. Le substrat, qui est dans ce cas, dans l'autre slide, on voit le PEP, d'accord? Il va céder son groupement phosphate à l'ADP grâce à une enzyme pour donner le produit. C'est ce qu'on a ici. Le substrat, le PEP, avec le groupement phosphate, va céder son groupement phosphate à l'ADP pour donner l'ATP grâce à une enzyme qui est la pyruvate kinase et le produit, c'est le pyruvate. C'est bon? Est-ce que vous avez compris la phosphorylation au niveau du substrat? Le mécanisme de synthèse d'ATP. D'accord. Alors, avec ça, on a terminé les bactéries chimio-organotrophes, c'est-à-dire ceux qui utilisent c'est-à-dire qui tirent leur énergie à partir des réactions d'oxydoréduction, mais à partir de substrats organiques. Maintenant, on va voir l'autre type qui nous reste, les chimio-lithotrophes, c'est-à-dire ce sont les bactéries qui la source d'énergie, c'est l'oxydation des substrats chimiques, mais la nature du substrat, elle est inorganique, minérale, c'est pas organique. Tout à l'heure, chimio-organotrophe, c'est les sucres, c'est la matière organique en général. Là, non, c'est la matière inorganique, minérale. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va voir l'exemple de là. Donc, les bactéries chimiolithotrophes, ils sont représentés par plusieurs groupes
qui diffère par la nature des composés inorganiques qu'il oxyde. Ça dépend, hein, comme source d'énergie, bien sûr. Hein. Donc, là, on a plusieurs groupes. Vous voyez, les bactéries nitrifiantes, oxydant le soufre, bactéries oxydant le fer, l'hydrogène. Donc, la source d'énergie, par exemple, là, c'est l'ammoniac. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention à une chose. Là, le substrat, c'est-à-dire la source d'électrons, elle est inorganique, c'est-à-dire le donneur d'électrons. Le donneur d'électrons. Tout à l'heure, pour les chimio-organotrophes, le donneur d'électrons, quelle est sa nature chimique? Elle était organique, oui ou non? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. C'est quoi les chimiolithotrophes? Les chimiolithotrophes. Je fais la définition des chimiolithotrophes. Quand je dis qu'une bactérie est type trophique, elle est chimiolithotrophe. Ça veut dire quoi? Elle utilise un substrat inorganique. Comme quoi? Comme source de quoi? Et que je vous dis toujours, quand vous parlez de type trophique, il faut parler de source. On a la source d'énergie, on a Oui, comme source la d'énergie. deuxième source. La source d'énergie, les trois sources qui déterminent le type trophique. La source d'énergie, deuxièmement, la source De carbone, la source de carbone et la source du donneur d'électrons. d'électrons. Oui. Exactement, d'électrons. donneur d'électrons. Dans le cas des chimiolithotrophes, la source d'énergie, c'est quoi? La lumière. تبارك الله عليك. Chimiolithotrophe. Chimio, ماشي photo. La lumière هي photo. Chimiolithotrophe. Substance chimique. Chimique, les réactions d'oxydoréduction. Il n'y a pas c'est-à-dire, il n'y a pas d'ambiguïté. La source d'énergie, c'est-à-dire, elle est simple. Composé chimique. Ou bien c'est la lumière, ou bien c'est la réaction chimique. Tout simplement. Lorsque c'est la lumière, le type trophique, c'est photo. On parle de photo, photo. D'accord? Là, vous trouvez que c'est chimio. Quand vous trouvez chimio, j'ai une table lourde. Chez les préfixes. Chimio, ça veut dire que la source, vous entendez chimio, ça veut dire que la source d'énergie, elle est chimique. La réaction d'oxydoréduction. Il nous reste la source de carbone. La source de carbone, là, on n'a pas spécifié parce que carbone, autotrophe, hétérotrophe. Là, on n'a pas spécifié. La source d'électrons peut être organique. On parle de organo. S'il est minéral, on parle de litho. Donc, ce sont des chimiolithotrophes. Ça veut dire la source d'énergie, il est chimique. Et la source d'électrons, le donneur d'électrons, il est inorganique. Inorganique, elle est minérale. D'accord? Est-ce qu'un composé qui est réduit, pardon, le composé réduit, il va accepter les électrons. Il ne va pas donner les électrons. Pardon, je m'excuse. Tout à l'heure, la respiration, parce que j'ai peur que vous ayez une ambiguïté par rapport à la respiration anaérobie. Tout à l'heure, la respiration anaérobie, les composés minéraux qui jouaient le rôle d'accepteur final d'électrons, ils devaient être oxydés ou bien réduits. L'accepteur final d'électrons dans la respiration anaérobie. Réduit. Réduit. Attendez exemple d'un composé qui a joué le rôle d'accepteur final d'électrons dans la respiration anaérobie. Et qui est là, قريناهم. Les exemples. Sulfate, SO4 2-. Il est oxydé. NO2, il est oxydé parce qu'il va jouer le rôle d'accepteur. Il va être réduit. Lorsqu'il va accepter l'électron, il va être réduit. D'accord? Donc, pour jouer le rôle d'accepteur final d'électrons, pour accepter les électrons, il faut être oxydé. Mais pour donner des électrons, pour être source d'électrons, il faut être à l'état réduit. Oui ou non?
Oui. Oui, madame. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Pour dire que il faut être à l'état réduit pour donner des électrons. C'est pour ça que les chimiolithotrophes ils utilisent comme source d'énergie des substrats qui sont réduits. D'accord? Réduits. D'accord? Le sulfate ne peut pas être une source d'électrons parce que c'est l'état oxydé final. À la fin de l'oxydation, le plus oxydé. Jamais il va donner des électrons. Le SO4 de moins. D'accord? Il joue le rôle, peut jouer le rôle d'accepteur, mais donneur, non. Donc là, on revient pour les chimiolithotrophes. Donc déjà, la source d'énergie, c'est des composés, source d'énergie ou source d'électrons. Ce sont des composés qui sont réduits. D'accord? Et selon la nature de ces composés qui vont jouer le rôle de ce donneur d'électrons, on a plusieurs catégories. Les bactéries nitrifiantes qui vont utiliser l'ammoniac ou bien le nitrite. Le nitrite, il peut encore être réduit, d'accord? Les bactéries qui utilisent le soufre, mademoiselle, si madame, comme accepteur final d'électrons. J'ai dit oui. Là, il va jouer le rôle de donneur d'électrons. Parce que ça dépend, comme le potentiel d'oxydoréduction. Sous sa forme réduite, parce que le fer, on a deux formes, réduite et oxydée, Fe2+, Fe3+. Vous voyez, c'est la forme réduite, mais qui coule les deux, la forme réduite. L'hydrogène, d'accord? Les bactéries oxydant l'hydrogène. Et il y a plusieurs types de bactéries. C'est ça ici. C'est-à-dire, les chimiolithotrophes, ce sont des bactéries qui étudient leur énergie, bien sûr, à partir de réactions chimiques, de l'oxydation de substrat, mais qui est Madame, s'il vous plaît. n'est pas organique. Madame, on n'entend pas bien. D'accord? Et bien sûr, ce substrat, pour être oxydé, il doit, il va oxyder les composés inorganiques. Madame, ça coupe. Madame, le son est coupé. Madame, s'il vous plaît, le son se coupe. On vous entend pas bien. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien. Oui, Maintenant, madame. est-ce que vous m'entendez? C'est bien. C'est bon pour les bactéries chimiolithotrophes, c'est-à-dire déjà par rapport au fait qu'ils utilisent des substrats qui sont réduits comme source d'électrons. C'est bon? Pour ce slide, est-ce que c'est bon? Oui, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui. Oui, mademoiselle. Désolée. Pour les bactéries chimiolithotrophes, la source d'énergie est réduite. Et Oui. pour les bactéries Oui. chimio-organotrophes, Oui, il y a source d'électrons, oui. la source des électrons est organique. Elle Par là. exemple, Organique, très bien. Elle est organique. Chimio-organotrophe. Oui, par exemple, le sucre. le Huma les sucre, plus d'accord. utilisés, huma les bactéries comme nous, plus ou moins les sucres, les protéines, comme nous, comme nous. Nous, on a un chimio-organotrophe parce qu'on tire l'énergie à partir de la matière minérale. On doit manger des sucres, des protéines et tout ça. On va les dégrader et la dégradation, en plus, faites attention. Là, quand on parle de respiration, la respiration, c'est par rapport à la nature de l'accepteur final d'électrons. Ça n'a rien à voir avec la source d'électrons. Vous avez compris? Mais ça s'adresse à la respiration aérobie ou anaérobie. Ce que vous devez avoir en tête, c'est l'accepteur final d'électrons. Quel oxygène? C'est une respiration aérobie.
كان autre composé que l'oxygène anaérobie. هاد la respiration aérobie anaérobie نلقاوها عند chimio organotrophe وغنلقاوها حتى عند les chimiolithotrophes parce que هذيك il dépend de la nature de l'accepteur final d'électrons. Mais la différence ما بين les chimiolithotrophes ou les chimio-organotrophes, il y a la source d'électrons, le substrat qui va être oxydé. Chez les chimio-organotrophes, il est organique. Chez les chimiolithotrophes, il est minéral. C'est bon? D'accord, madame, merci. Alors, on va voir chez ces chimiolithotrophes. Oui, enfin, on l'a vu. Là, 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 là. Donc, c'est chez les chimio-organotrophes, le métabolisme énergétique, il consiste en une respiration aérobie ou anaérobie. D'accord? C'est ce que je viens de dire. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est partagé? S'il vous plaît. Vous voyez ce slide ou pas encore? Oui. Oui, madame. Je parle de le métabolisme énergétique consiste généralement en une respiration aérobie ou anaérobie. Vous le voyez? Non, on voit Non. le métabolisme énergétique D'accord, consiste. d'accord. Donc, Oui, c'est oui. celui-là. Maintenant, c'est bon? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est bon. Alors, dans le cas des chimiolithotrophes, le métabolisme énergétique, il consiste généralement en une respiration aérobie ou anaérobie. C'est ce que je viens de dire. Le fait qu'ils sont chimiolithotrophes, ils peuvent utiliser la respiration aérobie. Selon les espèces, on peut trouver des bactéries chimiolithotrophes qui utilisent la respiration aérobie, comme on peut trouver des chimiolithotrophes qui utilisent la respiration anaérobie. Parce que le type de respiration est en relation avec quoi? Anaérobie ou anaérobie. Elle n'est pas en relation avec la source d'électrons. Non, elle est en relation avec l'accepteur final d'électrons. Ça, on l'a dit déjà. Donc, le pouvoir réducteur provient soit directement du substrat inorganique, alors, parce que là, on a besoin, ici, puisqu'ils vont utiliser un substrat inorganique, par exemple, le NH3, l'ammoniac, d'accord, pour tirer l'énergie. Hein? C'est-à-dire l'énergie qui est extraite les liaisons, les kinines. D'accord? Il va extraire de l'énergie. D'accord? Mais les bactéries, pour faire leur biosynthèse, par exemple, ils ont besoin de pouvoirs réducteurs de NADH. La dégradation des nitrates ou les sulfates, pardon, chez nitrates, les produits inorganiques, il n'y aura pas libération de NADH. Il n'y a pas le cycle de Krebs qui va libérer ou bien la glycolyse qui va libérer. Ce n'est pas un substrat organique qui va libérer ça. Non. Donc, ils ont besoin de NADH pour les biosynthèses. D'accord? C'est pour ça que c'est le pouvoir réducteur, ils vont le synthétiser autrement. Regardez ce qui se passe. La respiration, hein, normalement, vous vous rappelez, dans le cas de la phosphorylation oxydative, la respiration aérobie, les NADH, hein, et ainsi de suite, qui est l'accepteur final d'électrons, et ainsi de suite. Alors que ça, ils peuvent le faire. Regardez, ils vont utiliser le HAS- comme donneur d'électrons, ou bien le S2O3- ou bien le soufre. Tout ça, ils vont intervenir à ce niveau-là pour qu'il y ait passage des électrons, une chaîne, parce que la respiration aérobie bien anaérobie, et il y aura libération des H+, qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Mais regardez, normalement, lorsqu'ils vont utiliser ça, hein, il n'y a pas ماشي ال NAD+, il est loin. Donc, هنا غادي synthétiser les H+, ils vont synthétiser les H+, pour former l'ATP, pour synthétiser l'ATP. Donc, la dégradation des substrats va aboutir à la synthèse d'ATP, oui. Mais le problème, c'est que la synthèse de NADH, les NADH, d'accord? Comment ils vont le faire? Ils vont le synthétiser par le flux d'électrons inverse. C'est-à-dire, ils remontent ça à l'extérieur. Les H+, les kharjou, qui ياخدوا منهم, mais qui ياخدوا منهم la force protomotrice. Ils vont prendre des H+, pour oxyder le NAD+, ويعطيونا ال NADH. عادي يقدروا يخدموا لا تي بي اللي هنا، عادي يدخلوا في السيكل دو كالفان باش يصوبوا، حيت سون دي زوتوتروف هادو. C'est des autotrophes. C'est-à-dire ils vont utiliser le CO2, hein? Ils ont besoin de réduire le CO2 باش يصوبوا la matière organique ديالهم. Ce sont pour la plupart des chimiolitho-autotrophes.
Donc, يحتاجوا un pouvoir réducteur, le NADH, pour réduire le CO2, pour donner le cycle de Calvin. من régime de le NADH, puisque ils ne dégradent pas la matière organique, les libérer les coenzymes réduits. عندهم غير le soufre ou la... Donc, ما كاينش NADH. Donc, ils doivent le synthétiser. كيفاش غادي يديروا؟ غياخذوا une partie من هاد les protons باش يريدويو le NAD+, ويصوبوا ال NADPH عادي يصوبوا la matière organique. Bon, هنا c'est trop détaillé. Pour vous, ce que vous devez retenir, c'est que qu'ils peuvent faire une respiration anaérobie comme ils peuvent faire une respiration anaérobie. Et la synthèse du NADH, d'accord, ou le pouvoir réducteur, il se fait par un flux d'électrons inverse. Donc, il y a deux choses qu'il faut retenir pour les chimiolithotrophes. Donc, c'est la même chose. La différence avec les chimio-organotrophes, deux choses. C'est que le substrat, non, il est minéral, il n'est pas organique. D'accord? Et qu'il n'y a pas de libération de NADH. Ils doivent le synthétiser. Donc, pour le synthétiser, ils utilisent, ils remontent le flux d'électrons inverse. Normalement, on a le NADH, qui fait le sens pour libérer les électrons à l'oxygène. On va le flux d'électrons inverse pour synthétiser le NADH. Donc, bon, je vais voir ce qui reste ici pour les chimiolithotrophes. Oui, alors, on a dit que pour les chimiolithotrophes, il y avait plusieurs types de composés. Il y a les bactéries nitrifiantes qui vont utiliser l'ammoniac, ceux qui vont utiliser le soufre, le fer et ainsi de suite. Donc, on va voir rapidement ces 3 cas. Donc, on va commencer par les bactéries nitrifiantes. Donc, c'est ceux, la première partie. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame. D'accord. Alors, on va commencer par voir les bactéries nitrifiantes, c'est-à-dire les bactéries qui vont utiliser l'ammoniac ou bien le nitrite comme source d'électrons. Ce qu'on va voir ici, ce sont les bactéries nitrifiantes. Donc, ils vont tirer leur énergie en faisant de la nitrification. Ça s'appelle, la nitrification, c'est quoi? C'est l'oxydation de l'ammoniac en nitrate. On va le voir. Alors, ce processus d'oxydation de l'ammoniac en nitrate, يعني من NH4 نرجع لكم هنا باش تعرفوها هيا en nitrate, l'ammoniac en nitrate. Alors, cette transformation, aucune bactérie nitrifiante n'est capable seule de le faire. C'est-à-dire, ما تلقاوش une bactérie واحد l'espèce وحده تدير ليا directement من l'ammoniac للنيترات. Non, ديما تلقاو deux types de bactéries. هذيك كتصوب هاد la nitrification, il se fait en 2 étapes. D'abord, la première étape, l'ammoniac nitrite, ou la deuxième, nitrite et nitrate. Je vais voir si j'ai un athée comme là. Voilà, regardez. Regardez, ça, c'est le cycle. Regardez ce cycle, s'il vous plaît. Est-ce que l'écran est partagé en diaporama? Oui, madame. Alors, regardez. Oui. Ça, c'est l'ammoniac, oui ou non? Le NH4, qui est la source d'électrons, qu'on a dit pour les bactéries nitrifiantes. Eh bien, regardez. L'ammoniac, il va donner le nitrate, c'est le produit final. D'accord, il va être oxydé. Il va être oxydé et cette oxydation d'ammoniac va libérer de l'énergie. Alors, cette étape, cette oxydation de l'ammoniac en nitrate ne se fait jamais en une seule étape. Regardez la flèche blanche, claire. D'abord, il y a oxydation de l'ammoniac en nitrite et puis une autre étape, nitrite en nitrate. Il n'y a pas de passage direct. Alors, la première étape de la nitrification, il y a des bactéries spécifiques qui le font, ou la deuxième, il y a des bactéries spécifiques qui le font. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la nitrification, ça, vous n'avez rien à faire avec tout ce qui reste. C'est juste que j'ai ramené ce cycle pour vous montrer la réaction qui est en clair. D'accord? C'est la nitrification. Tout ça, c'est la nitrification. D'ailleurs, je l'ai signalé, la nitrification, c'est l'oxydation de l'ammoniac en nitrate. Mais cette oxydation ne se fait jamais en une seule étape, c'est en 2 étapes. C'est ce qu'il faut retenir. D'abord, l'ammoniac en NO2-, qui est le nitrite, et puis l'oxydation du nitrite en nitrate. Donc, je reviens vers le slide qui précise ça. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, les bactéries nitrifiantes, on a dit, la nitrification, c'est l'oxydation de l'ammoniac en nitrate, et que ça se fait en 2 étapes. D'abord, l'oxydation de l'ammoniac en nitrite. On parle de bactéries nitrosantes, c'est-à-dire les bactéries qui font la première étape sont des bactéries nitrosantes, comme Nitrosomonas.
Les bactéries qui font la deuxième étape, c'est-à-dire ce nitrite qui est produit va être transformé en nitrate, ce sont des bactéries nitratantes. Hein. Et donc, si je donne, c'est quoi les bactéries nitrosantes? Ce sont les bactéries qui oxydent l'ammoniac en nitrite, tout simplement. Et les bactéries nitratantes, ce sont les bactéries qui oxydent le nitrite en nitrate, tout simplement. Donc, ce qu'il faut se rappeler, la nitrification se fait en 2 étapes. Et on a les bactéries nitrosantes qui font la première étape et les nitratantes qui font la deuxième. Alors, généralement, ces 2 groupes de bactéries, ils sont obligatoirement aérobies. Quand on dit aérobie, ça veut dire quoi? Aérobie, ça veut dire quoi? L'accepteur final des électrons. L'accepteur final. Et l'oxygène, tout simplement. L'oxygène, exactement. Et généralement, les 2 groupes bactériens, ils vivent ensemble parce qu'ils s'entraident. L'une, il va produire la première partie de la réaction. Le déchet ou bien le produit de la première va être utilisé par la deuxième. C'est pour ça qu'on les trouve à côté. On les retrouve tous ensemble dans le milieu. D'accord? Donc, ces 2 groupes de bactéries nitrifiantes, obligatoirement aérobies, se développent en association proche dans l'environnement pour réaliser les 2 étapes. C'est normal. Tout ça, c'est pour dire ce que vous devez retenir. Je récapitule toujours. La nitrification se fait en 2 étapes. Hein? Et les bactéries qui font ça, que ce soit les nitrosantes qui transforment la première étape ou bien les nitratantes, ils cohabitent côte à côte, tout simplement. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce slide. D'accord? Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la réaction par les bactéries, le processus de nitrification. Et, oui. Alors, tout à l'heure, on a dit que ce processus de nitrification, il se fait dans les conditions aérobie ou anaérobie? Aérobie. Aérobie. Donc, l'accepteur final d'électrons, c'est l'oxygène. Il y a une oxydation, cette fois-ci, de l'ammoniac qui se fait en anaérobiose, c'est-à-dire par la respiration anaérobie. Il y a anamox, qui a production anamox. Anamox, c'est anaérobique ammonium oxidation, c'est-à-dire l'oxydation de l'ammoniac en anaérobiose. Là, cette oxydation, la première, la nitrification, c'est une oxydation de l'ammonium en aérobiose qui se fait en 2 étapes. Mais on peut avoir une oxydation de l'ammoniac qui se fait en anaérobiose. C'est le processus anamox. Hein, l'accepteur final dans ce cas, c'est quoi? Regardez bien, qui peut me répondre? On va oxyder l'ammoniac pour donner ça. Hein? C'est le processus anamox. Alors, dans ce cas, parce qu'il n'y a pas, c'est pas l'oxygène, on a anaérobie, donc c'est quoi? C'est l'azote. Nitrite. Là, regarde, c'est le nitrite. Très bien, regardez, Hawa. Le nitrite va jouer rôle, Hawa, ammoniac, c'est l'accepteur final d'électrons pour donner l'azote ou l'oxyde nitreux. D'accord? Donc, c'est en anaérobiose. Il n'a pas besoin d'oxygène comme accepteur final d'électrons. Non, c'est le nitrite. Alors que dans le cas de la nitrification, non, c'est l'oxygène hein, qui joue ce rôle. C'est pour ça que la flèche, elle est blanche, on a noire. D'accord? Donc, pour vous donner une idée, le cycle d'azote. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Ce qui vous concerne, ce que j'ai encadré, la nitrification et le processus anamox. Donc, cette nitrification, c'est-à-dire cette oxydation de l'ammoniac, les bactéries qui sont capables de tirer leur énergie en oxydant l'ammoniac, il y a des bactéries qui le font en anaérobiose, c'est le processus de nitrification qui se fait en 2 étapes. Et il y a des bactéries qui peuvent le faire dans des conditions d'anaérobiose en utilisant le nitrite comme accepteur final d'électrons. Et on parle de processus anamox que vous avez ici. Il y a des bactéries qui oxydent l'ammonium en azote en anaérobiose par la réaction anamox où le nitrite est l'accepteur final d'électrons. On les retrouve où? Dans les stations de traitement des eaux usées, les marins, milieu marin, les mecs qui lâchent l'oxygène. Donc ça, c'est juste. Vous avez saisi ça pour les nitrifiantes? C'est bon pour les bactéries nitrifiantes? Oui, madame. Alors, 5 minutes et on termine. On a donné l'exemple des bactéries nitrifiantes, ceux qui utilisent l'ammoniac. On va voir d'autres types. C'est les bactéries sulfo-oxydantes. Dans cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme donneur d'électrons? Ces bactéries, ils vont utiliser quel type? Quel donneur d'électrons? H2S, sulfure. H2S, c'est un composé soufré. Même qu'est-ce que le sulfate? Le sulfate, il est oxydé. Donc, on a un composé soufré réduit. Où il y a les électrons? Les bactéries. Par exemple, le H2S ou le soufre.
حتى le soufre. Par exemple, عندنا le soufre. Le soufre, il peut utiliser حتى هو. إلا كان مع l'oxygène, par exemple. Donc, هذا غيدير accepteur. Bon, on verra. Donc, oui, le soufre ou le thiosulfate, voyez, S2O3 2-. C'est pas l'état le plus oxydé. Le plus oxydé, S2E 4 2-. Donc, de tout ça, ce que vous devez retenir, l'aql serait le H2S ou le soufre, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Donc, les bactéries sulfo-oxydantes, ils vont oxyder les sulfures sous forme de sulfure d'hydrogène, surtout le H2S. Ils vont l'oxyder en sulfure métallique, ou la sulfure de fer ou la de cuivre. L'essentiel, le donneur d'électrons ici, c'est le H2S. D'accord? Ils peuvent utiliser même le soufre élémentaire. D'accord? Le produit final, c'est l'acide sulfurique. C'est-à-dire, ils vont l'oxyder, H2S, l'acide sulfurique, H2SO4. D'accord? D'accord? Donc, puisque le produit, c'est de l'acide sulfurique, il connaît une diminution de pH. C'est un exemple de bactérie qui est capable d'oxyder les composés soufrés. Thiobacillus, d'ailleurs, thio, c'est relatif le soufre. Thiobacillus thio-oxydans. D'accord? Et il se développe puisqu'il libère comme produit, lorsqu'il va utiliser H2S ou le soufre, le produit qui range l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, vous savez que c'est un acide fort. Donc, le pH 15, dans le milieu, regardez, ça peut atteindre une valeur de 1. D'accord? C'est pour ça que ces bactéries, ce sont généralement des bactéries acidophiles, parce qu'ils libèrent de l'acide sulfurique à la fin. Donc, si ils n'arrivent pas à supporter l'acidité, ils ne peuvent pas utiliser cette voie. D'accord? Alors, l'exemple que je vous donne pour vous rappeler très bien de ce type de bactéries, ce sont des bactéries qu'on retrouve dans les vers tubicoles. Les vers tubicoles, vous voyez cette image? Vous voyez cette image, s'il vous plaît? Confirmez-moi. Oui. Alors, ce sont des vers. Au niveau des fonds océaniques. Je vous invite après dans l'internet, le web, et dérouler les vers tubicoles et vous allez voir ça. C'est extraordinaire, quoi. Alors, ils peuvent atteindre 1 mètre de longueur, où on va les trouver c'est-à-dire dans les profondeurs océaniques, c'est-à-dire dans des zones où jusqu'à les années 70, on pensait qu'il n'y avait pas de vie. Vous savez, au niveau des océans, normalement, qu'il y a la lumière, qu'il y a la photosynthèse, il y a la base de la production de la matière organique, donc les cyanobactéries, les algues et tout ça. Mais au fond, il n'y a pas de lumière. Donc, il n'y aura pas de photosynthèse. Donc, je ne les producteurs primaires. Donc, ils disent une vie. Alors que les années 70, ils ont trouvé tout autour les fumeurs où il y a libération des gaz ou libération des éléments nutritifs des fumeurs noirs, ils trouvent qu'il y a une vie, il y a des crevettes, il y a des vers tubicoles et tout ça. Alors, ce qui est particulier, c'est que ces vers tubicoles, ils ne possèdent pas de système digestif. عندهم bactéries, ils abritent des bactéries à l'intérieur. Les bactéries, la matière organique, ce sont des chimiolithotrophes. C'est ces bactéries sulfo-oxydantes. Les bactéries, ils prennent l'hydrogène sulfuré libéré. C'est un gaz qui est libéré et dessous par les cheminées, les kinètes. D'accord? Libéré au niveau de l'océan, ils vont l'utiliser pour produire de l'énergie et de la matière organique. Cette matière organique, elle est utilisée par ce ver. Donc, il n'a pas besoin de manger. Il va utiliser la matière organique libérée par ces bactéries. Et en contrepartie, les bactéries, ils profitent. Des nutriments qui gibent des choses comme ça. D'accord? Qui gibent le CO2, ils gibent des choses qui sont des soupes. Alors, de l'exemple pour se rappeler l'importance des micro-organismes où il existe c'est-à-dire dans des milieux qui sont très spécifiques. Donc, ils vont oxyder les sulfures sous forme de sulfure d'hydrogène, d'accord? Et bien sûr, on le retrouve, bien sûr, il n'y a pas que chez ces vers, on les retrouve dans pas mal de milieux, c'est-à-dire semblables. Donc, que ce soit l'hydrogène sulfurique qui est utilisé ou bien le soufre. Ça, on l'a dit, tout ça, on l'a donné, diminution de pH et ainsi de suite. D'accord? Donc, avec ça, il ne reste que le faire. Bon, on a 3 slides, on les termine et pour que la séance prochaine, Inch'Allah, soit réservée à la révision. D'accord? Donc là, c'est les composés soufrés. Qu'est-ce qui reste? L'hydrogène. L'hydrogène également peut jouer le rôle de donneur d'électrons. Donc, on a des bactéries,
plusieurs bactéries chimiolithotrophes qui peuvent utiliser l'hydrogène comme donneur d'électrons. Et l'accepteur d'électrons, selon le cas, on peut trouver des bactéries qui font la respiration aérobie, c'est-à-dire ils vont utiliser l'oxygène, comme d'autres qui peuvent utiliser le nitrate, sulfate ou ainsi de suite. Donc, c'est une respiration anaérobie. Donc, mais le donneur d'électrons, toujours, est l'hydrogène. Donc, là, c'est des exemples de bactéries qui peuvent faire, c'est-à-dire qui peuvent utiliser l'hydrogène comme donneur d'électrons en aérobiose, puisque l'oxygène qui est l'accepteur final d'électrons. شفنا le soufre, شفنا l'ammoniac, شفنا l'hydrogène. Il ne reste que le fer. Et en termes, vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Oui, madame. Alors, faites attention, s'il vous plaît, il ne reste que le fer. Donc, vous concentrez pour qu'on comprenne une chose. Alors, le problème, il y a des bactéries qui vont utiliser le fer comme donneur d'électrons. On a dit, le fer, pour qu'il donne d'électrons, il doit être sous forme réduite. Et le fer a de deux formes. Il y a la forme réduite, la forme oxydée. La forme réduite, il y a le Fe2+. La forme oxydée, c'est le Fe3+. D'accord? Donc, pour que la bactérie utilise le fer, il va utiliser le Fe2+. La forme réduite qui va céder. Donc, le problème, c'est que l'oxydation aérobie, le fer, il libère peu d'énergie. Le processus, donc la bactérie, pour qu'il se développe, parce qu'il a besoin d'énergie pour se multiplier, pour synthétiser, donc il doit consommer beaucoup, beaucoup de fer pour qu'il y ait une croissance. Là, c'est une particularité de dans le fer, le cas d'y le fer. Alors, le problème pour le fer. Vous savez que le fer, normalement, il s'oxyde spontanément lorsqu'il y a l'oxygène. D'ailleurs, grillage en fer et tout ça, c'est quoi SDA? C'est l'oxydation en présence d'oxygène. C'est une oxydation spontanée. D'accord? Donc, les bactéries qui vont utiliser le fer sous forme réduite, un problème, parce que dans le milieu aérobie, lorsqu'il y a l'oxygène, spontanément, il est oxydé en Fe3+. Donc, ils ne peuvent pas l'utiliser. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez compris le problème déjà? C'est-à-dire dans les conditions à pH neutre, et Madame, en conditions... Ah oui, pardon. D'accord. Oui. Alors, à pH neutre et dans les conditions d'aérobiose, c'est-à-dire il y a l'oxygène, la forme Fe2+, qui est réduite, il va spontanément être oxydé. Même spontanément, par l'action de l'oxygène, c'est une réaction chimique spontanée. Fe3+. Donc, dès les conditions à pH neutre ou en aérobiose, la bactérie ne peut pas le Fe2+. ما تقدرش تلقاه واخا تكون هي capable ما تقدرش تلقاه parce qu'il est spontanément réduit en Fe3+. D'accord? Donc, la plupart des bactéries ferro-oxydantes, c'est-à-dire qui utilisent le fer comme donneur d'électrons, sont des acidophiles obligatoires. Vous savez pourquoi? Parce que le fer qui a la forme réduite Fe2+, il est oxydé spontanément à pH neutre en aérobiose. Ou là qu'il a le pH acide, كتبقى Fe2+ stable. ماشي مشكل, ما كتخلقش مشكل. D'accord? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou pas? Déjà, le problème de le fer, indépendamment des bactéries. Le fer, dans les conditions d'aérobiose, mais qui a l'oxygène, ou le fer, automatiquement, qui donne la forme oxydée spontanément à pH neutre. D'accord? Il abrite sous forme Fe2+ réduit, le milieu est acide. Il a l'oxygène, le milieu est acide. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, une bactérie peut utiliser le fer comme donneur d'électrons, donc obligatoire, sous forme réduite, Fe2+, ou qui a l'aérobiose, qui est l'air, le pH est acidophile. Sinon, ما غتلقاهش sous forme de Fe2+, parce que spontanément يتحول. Alors que le milieu acide, تقدر تلقى le Fe2+ stable. C'est pour ça que les bactéries qui utilisent le fer comme
donneurs d'électrons, il utilise ce forme réduite Fe2+, sont des acidophiles, qui connaissent plus le milieu acidophile. Le milieu acide. علاش؟ حيت في الميليو acide كاين le Fe2+ sous forme réduite stable. ما كاينش مشكل واخا يكون الاكسجين كاين l'acide. Le milieu acide il est stable. D'accord? Mais il a كان غا pH neutre spontanément كيتقلب donc ما غتلقاهش. Vous avez compris? Madame, il peut avoir le développement dans le milieu anaérobie? Très bien. Oui, pH neutre يكون anaérobie ماشي مشكل. راه ما يكونش الاكسجين حيت ملي كيكون الاكسجين بحالاش ملي تكون عندك شي واخا حديده جو سي با جو دي نابورت هكا اون فير وتديرها على لابري د الاكسجين ملي تيقول لك الفير غالفانيزي مو جيم بيان توجور فير لو لين افيك سكون في كتقول غالفانيزي ولا كدير ليه كتصبغو كيقول لك صبغو باش ما يصداش علاش tu le على لابري دو الاكسجين كتحبس عليه الاكسجين ملي كتحبس عليه الاكسجين سايي هي با سيت اكسيون سبونتاني انا غير باش نعطيكم البروبليم ديال لو فير دونك سي il est à l'abri de l'oxygène يقدر يبقى à l'abri de l'oxygène c'est-à-dire dans les conditions anoxiques donc نقدر نلقى le Fe2+ sous forme réduite il n'y a pas de souci donc la bactérie anaérobie تستعملو pas de problème s'il a la capacité de le faire mais si je suis dans des conditions aérobie il y a de l'oxygène dans le milieu eh ben ما يمكنش يبقى pH الخاص يكون acide عاد يقدر يبقى stable le Fe2+ donc les bactéries normalement qui veulent tirer leur énergie à partir du fer dans les conditions aérobies, le milieu acide. Donc, acidophile. C'est la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la plupart des bactéries ferro-oxydantes sont des acidophiles obligatoires. Hein? Car à pH neutre, le fer ferreux, les Fe2+, est rapidement oxydé en fer ferrique. Donc, par voie abiotique. Abiotique, il y a l'intervention des micro-organismes spontanément. Et il n'est stable qu'en conditions anaérobies. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si vous ne retenez pas ça, on peut le revoir la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, le slide, la séance prochaine. Donc, la séance de l'Khamis, Inch'Allah, s'il vous plaît, vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. Alors, la séance ديال jeudi بإذن الله c'est une séance qui est dédiée à la révision. C'est-à-dire, وجدوا عندكم des questions ما فهمتوش في الكور جيبوهم طرحوهم on les discute. شي حاجة ما فهمتوهاش je la reprends في الكور. Je vais essayer de vous donner un exemple d'examen واحد l'exercice نخدموا عليه. D'accord? نشوفوا حتى des TP des choses de TP بقات عندكم شي حاجة في الTP parce que je suis responsable TP إلا كان عندكم شي حاجة في الTP بقات ما بايناش ولا نشرحوها في la séance prochaine. D'accord, je peux programmer حتى ل 2 heures, il n'y a pas de souci. ماشي مشكل بالحق la séance prochaine عندنا ماشي حنا عندنا غير 2 heures. عندنا غير 1 heure et demie. عندكم cours après ياك ولا vous avez terminé? Non, madame. Terminé. On a terminé.